Bonjour à tous et bienvenue sur le nouvel épisode de Data Watch. Data Watch, c'est un podcast où on fait de la veille avec Axel autour d'articles de data engineering ou qui se rapprochent en tout cas de data engineering. Bonjour Axel. Salut Bertrand. Si jamais vous souhaitez voir un peu plus en détail nos profils à Axel et moi, je vous invite à aller sur nos profils LinkedIn. De mon côté, je fais des posts réguliers sur LinkedIn autour de sujets de la veille dont on va parler aujourd'hui. Je fais des astuces data, concepts, techno. J'aborde à peu près les mêmes thèmes sur la newsletter, mais de manière un peu plus élargie. Et j'ai aussi un blog, datayoka.com, où j'ai à peu près le même traitement des thèmes en mode un peu plus texte, un peu plus élargi. Aujourd'hui, on va aborder, donc comme d'habitude, 5 articles. D'abord, on va parler de la génération automatisée de requêtes SQL. On va aussi parler de BigQuery Jobs Explorer. Donc, c'est une nouvelle fonctionnalité sur BigQuery. On va aussi parler de l'intégration de PyCharm avec Databricks, que j'ai trouvé ça intéressant, même si je ne travaille pas sur Databricks. On va parler aussi de bonnes pratiques en SQL. Ça fait toujours du bien d'avoir quelques rappels. Et on va finir par parler de la sortie de PostgreSQL 17. Tout d'abord, donc on va parler de l'article de Pascal Ventrepote qui parle de la génération automatisée de requêtes SQL. On est toujours sur la même vague sur les LLM, sur les IA génératives. Je crois qu'on en avait déjà parlé aussi plusieurs fois dans le podcast des requêtes, la génération de requêtes Le RAG. avec le RAG, exactement. Donc là, c'est à peu près la même chose. L'article, il est découpé, l'auteur a découpé l'architecture entre une entrée vocale. La génération automatique de requêtes SQL, ça passe d'abord par une requête vocale. Il y a Gemini, donc sur Google, qui va transformer cet oral, cet audio en texte. Et après, il y a ce flux d'informations-là de texte qui va apparemment transiter en streaming avec Confluent et qui va arriver apparemment en endroit pour être transformé après en SQL. Enfin, il va y avoir l'analyse des métadatas, il va y avoir l'analyse de tout ce qu'il y a sur BigQuery et ça va générer une requête SQL. Il va y avoir l'exécution de cette requête SQL et après, il y a Gemini qui revient pour résumer les données qui ont été obtenues via les résultats de la requête SQL et qui va transformer ce résumé à nouveau en audio pour avoir une réponse audio. Donc, on parle en audio, on a une réponse audio. Et donc, Confluent, c'est juste pour faire toute la partie streaming, toute la partie exploration des métadatas et des data, pour après retransférer à Gemini. J'ai trouvé ça pas mal parce que là, c'était un peu différent de tout ce qu'on avait traité jusqu'à maintenant parce que tu te souviens, Axel, on parlait surtout de texte jusqu'à maintenant. On faisait l'écriture de texte. Ouais. Et donc, il y avait une requête SQL qui était générée et souvent, ça générait des rapports. Là, c'est vraiment quelque chose qui passe à, on va dire, une autre étape. C'est on parle, il y a une réponse orale. Encore une fois, un peu sur le même principe que le texte, j'ai trouvé ça intéressant pour les non-experts. Toujours la même chose, c'est même pas que les non-experts, mais j'ai trouvé ça intéressant toujours dans un cadre d'accès aux données. Il y a quelqu'un qui connaît pas les données, qui a peut-être pas les compétences SQL adéquates, mais qui sait ce qu'il veut. Déjà, c'est bien de savoir ce qu'on veut. On fait la demande. C'est le gros sujet, déjà. C'est très gros sujet. Bah, c'est le sujet de l'utilisation de l'IA. Je crois que c'est un mème. Je pense que tu l'as vu aussi. C'est l'IA générative va vous donner ce que vous voulez. Et puis le mème, c'est donc il faut que les utilisateurs sachent ce qu'ils veulent. Et puis bon, là, il y a plein de personnes qui rigolent, etc. Ouais. Il a dit donc pas de problème pour nos métiers. Mais en tout cas, je trouve que pour l'accès aux données, c'est quelque chose qui apporte encore quelque chose. Je sais pas ce que tu en penses, toi, de développer encore plus cet accès aux données via de l'audio et retour audio. Ouais, faut creuser, effectivement. Je pense que ça va vraiment avoir de l'utilité. Comme tu vois, par exemple, avec l'arrivée de Perplexity dont tu parlais la semaine dernière, Ouais. ça va être que le LLM va savoir te questionner, te challenger dans ta question. Ouais. Ça va être surtout ça. Parce que là, si on est sur un oui, oui, je réponds oui, 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 en fait, comme on le disait, le gros sujet, c'est de savoir qu'est-ce que tu veux vraiment. Ouais. Et donc, le but, ça va être de s'approprier le patrimoine de données, Ouais. le comprendre et poser les bonnes questions en fonction de ce que veut l'utilisateur. Mhm.
Par exemple, je voudrais avoir les ventes de l'année dernière de mon marché, je sais pas moi, chaussures. Ouais. D'accord, mais souhaitez-vous le montant TTC, le rolling, tu vois, ou sur 12 mois année comptable, ou sur, tu vois. Et Ouais. en fait, si t'as pas cette précision-là, ben la réponse, elle vaut potentiellement pas grand-chose. Mhm. Donc, je pense que ça va être sur le cadrage en fait de la question où là, ça va vraiment être incroyable. En plus de ça, sur le fait d'avoir déjà une question posée de manière orale et d'avoir une réponse aussi en mode audio, apparemment, toute cette architecture permet aussi de générer automatiquement des rapports. Donc là, par contre, sur l'architecture, parce que sur l'article, tu as un schéma. Là, par contre, j'ai pas vu au niveau de la génération de rapports, mais apparemment, tu peux générer un rapport aussi. Et ça peut permettre de détecter aussi des anomalies. Donc là, je sais pas si c'est la manière dont tu vas poser la question, dans le sens, est-ce que tu demandes explicitement, est-ce que tu peux me dire s'il y a des anomalies ou pas, ou si c'est lui qui va tout seul travailler pour dire attention, il y a des anomalies sur les données lorsqu'il va exécuter la requête SQL. Ça, je sais pas, mais apparemment, c'est la promesse aussi. Euh, Moi aussi, ce que je vois, c'est que assez régulièrement, par exemple, je travaille sur une table ou un ensemble de tables, euh, j'analyse parce qu'il y a un problème de run, de support, j'exécute certaines requêtes, donc je vais chercher dans une table pour obtenir des ID, pour aller dans une autre table pour obtenir quelque chose, etc., pour trouver la réponse, pour voir s'il y a un problème ou pas, éventuellement faire une correction. Et pendant quelques mois, je fais plus rien, et puis après, il y a un autre sujet de run, et je dois refaire la même chose, sauf que j'ai pas du tout les requêtes. Je dois repartir de zéro pour faire la même analyse. Là, je me dis, ça, c'est vrai que ça pourrait être pas mal. Pour dire, je me prends plus la tête par rapport à ça. Je fais une demande audio, il fait l'analyse, il me ressort la même analyse, même si dans quelques mois, j'ai le même problème. Dans ce cas, je peux lui redemander la même chose, il va me redonner la même chose, et donc j'ai plus à repartir de zéro. Enfin, en vrai, ça repart de zéro, mais pour moi, il y a moins d'efforts psychologiques. Ouais. Là, depuis quelques temps, justement, par rapport à ce problème-là, le fait que régulièrement je peux réutiliser des mêmes requêtes et à chaque fois je reprends de zéro, je me suis créé aussi un référentiel de requêtes. Je sais pas si toi tu fais un truc comme ça, le fait de réutiliser des mêmes requêtes régulièrement, est-ce que tu les mets de côté pour les réutiliser ou tu refais from scratch à chaque fois? Côté data analyse, il y a un GitLab, quoi, il y a un repo GitLab avec les requêtes qui sont souvent utilisées. Mhm. Sinon, il y a des requêtes partagées dans BigQuery aussi, sur un peu le. Mhm. Et là, c'est plutôt le run, du coup. Mais effectivement, je pense qu'il y a encore un step en plus à aller chercher sur cette réemployabilité. Ouais, ce serait à creuser aussi, mais on n'a pas le temps clairement d'approfondir beaucoup plus ce besoin pour l'instant. Et toi de ton côté? Bah on n'a rien. Ok. Non, non, clairement on n'a rien. Si on doit utiliser des requêtes pour le run, ça c'est propre à chacun, on les met de côté. On Vous n'avez pas partage pas trop. de shared queries dans BigQuery? Très très peu. Franchement, très D'accord. peu. Il y en a Après, nous, certains qui le mettent. on n'est pas beaucoup. Ça facilite aussi. Vous êtes plusieurs équipes, data, etc. Ah oui, oui, bien sûr. Bah, déjà, dans notre équipe, on est, je dirais, 8. Déjà, dans Ouais. l'équipe en elle-même. Et Ouais. après, effectivement, il y a plusieurs équipes data. Donc là, on démultiplie encore plus. Ouais, c'est plus compliqué là. Ouais. Ouais. Mais ça pourrait être intéressant. En tout cas, moi, j'ai ressenti le besoin de mettre un référentiel en place là. Et je m'en suis déjà servi. Ouais. Dernier point aussi sur ça, je trouve aussi que ça permet aux analystes de se concentrer encore plus sur l'analyse. Plutôt que là, il y a un client qui a un besoin, il doit suivre un Mhm. certain indicateur d'une certaine dimension, d'une certaine manière. Plutôt que de dépenser tout son temps à faire la requête SQL pour récupérer les bonnes données et Bah, après faire la mise en forme, tu te concentres direct sur répondre aux besoins. les demandes ad hoc, c'est ce qui bouffe le temps et Mhm. pas vraiment de grosse valeur ajoutée. Et puis il y a peu de. Tu réponds à un seul besoin et il y a peu de mise à l'échelle en fait sur Ouais. ce genre de demande. C'est ça le plus problématique. Mm. Tu as aussi lu un article sur les bonnes pratiques justement en SQL?
Ouais, bon, après, on va pas réinventer l'eau chaude, hein. Mais, Mhm. euh, mais ce qui est important, en fait, quand tu commences la data, c'est que souvent, tu vas commencer par du SQL. Je sais pas s'il y a une mission où tu ne fais pas d'SQL, tu vois. En data, Alors, j'ai déjà eu des missions où je faisais de l'Excel. tu Beaucoup cherches. d'Excel. Non, mais Ouais, ouais, beaucoup d'Excel. mais là, c'est plus business analyst, Mhm. je dirais, le profil, avec de l'Excel, plutôt du Power BI maintenant, peut-être. Je trouve que t'as pas encore Ouais, la tu peux même bien l'avoir. utilisation entre les deux. Excel, c'est vraiment quand tu as besoin d'être super flexible sur tes données, tu les mets dans tous les sens, tu fais des recherches V, tu Ouais. as, une manipulation un peu plus interactive avec la donnée. Power BI, enfin, ça c'est comme ça que je le vois, mais j'ai pas l'impression que c'est si interactif que ça. C'est t'as en tête de pouvoir livrer quelque chose, d'avoir un rapport dessus, d'avoir quelque chose de un peu cadré. Je sais pas, tu vois ça Ah, différemment avec Power BI? tu peux quand même extraire tes données de Power BI pour les mettre dans... Et je veux dire, il y a une bonne synchro avec la suite Office, Ok. Power BI, Mhm. si je dis pas de bêtises. Et d'ailleurs, dans Excel, tu as Power Query aussi, Mhm. il me semble. Donc tu peux quand même avoir un environnement... Mais pour moi, ça reste de la business analysis. Mhm. Euh, Mais quand tu es plus sur des rôles de data analyst, data engineer, tu vas utiliser du SQL. Là où potentiellement tu vas pas faire de SQL, mais beaucoup de modés, ça va être DataGouv, Data Steward, Mhm. Archie. Ok. Mais en tout cas, et, comme on avait dit la dernière fois, tu as des data eng qui sont vraiment focus extraction, chargement, avec du réseau, de la CI/CD, etc. Mais là, c'est plus des profils programmeurs. Mhm. Mais si tu es dans l'analytics, c'est SQL, le langage le plus utilisé. Et donc, il donne 8 conseils. Le premier, c'est d'utiliser forcément un bon éditeur SQL. Donc, toi, je sais pas ce que tu utilises au quotidien, sûrement celui de BigQuery. Alors au quotidien, dans la mission actuelle, effectivement, je suis sur celui de BigQuery, donc c'est Mhm. l'interface de BigQuery. Mais pour faire des posts LinkedIn, quand j'utilise des fonctions spécifiques à Postgre, Mhm. déjà je fais un Docker avec Postgre dessus et j'utilise Ouais. des beavers pour Ok. me brancher au Ah, il en Postgre et parle faire les. aussi. Mm. Il en parle des beavers, donc lui il parle de des beavers, de DataGrip que je connaissais pas du tout. Moi, je l'avais testé, DataGrip, justement sur BigQuery dans ma mission actuelle, sauf Ok. qu'il gère assez mal toutes les structures en EREStruct. Ça restitue D'accord. pas très bien, donc Ok. Ok. je laisse tomber. Donc bon ça c'est assez, c'est le premier conseil ultra classique, mais vous embêtez pas en fait avec des, si vous aimez pas développer, quoi, écrire des requêtes dans votre éditeur. Mais la plupart du temps, si vous êtes sur un outil du type BigQuery, Teradata, ça suffit amplement. Et si vous faites du Postgre, MySQL, etc., prenez des beavers. Moi, je conseille celui-là. Je sais pas ce que t'en penses, mais... Des beavers, moi je l'ai bien aimé. Je l'ai utilisé aussi pendant un an sur Ouais. une mission chez un client qui était sur Mm. Redshift. Et on n'utilisait que des Ok. beavers sur Redshift. Ok. Ah, c'est vrai que j'avais pas super aimé l'UX UI de Redshift. Franchement, je crois que je l'ai jamais utilisé. J'ai toujours Ok. utilisé là sur T'as toujours l'IDE utilisé des beavers. Draft. Ouais, Ok. toujours. Euh, le deuxième conseil, c'est d'avoir un format. Alors consistent, je sais pas comment le traduire, robuste, avec de bonnes conventions en fait. Mhm. Euh, Ça c'est super important d'avoir des conventions que tout le monde respecte parce que ça va beaucoup aider sur la lecture, la compréhension des requêtes, etc. Si vous avez des noms de champs en camel case ou en snake ou en ceci, cela, vous allez jamais savoir si c'est un nom de champ, un nom de table, etc.
Si vous allez avoir de l'uppercase, du lowercase, etc. dans vos requêtes, ça va aussi réduire votre compréhension. Donc il y a les keywords, donc les select, where, les insert, les merge, etc. Moi, je conseille de les mettre toujours en uppercase, donc en majuscule. Et tout le reste, je vois pas pourquoi. Il y a des gens qui font tout en majuscule. Je suis plutôt à mettre minuscule. Mais tu vois, la convention là, chez mon client, c'est tout en upper. Ok. Ouais. Donc, je fais comme c'est demandé. Et ce qui est super intéressant, il en parle pas, mais en fait, t'as des packages, par exemple en Python, tu peux faire des pré-hooks avec un indentaire, je sais pas Ouais. comment, mais un outil qui te permet de prendre ton SQL et de l'indenter et de le mettre en forme, en fait, euh, comme c'est paramétré. Ouais, t'as des linters Genre qui font un ça aussi. Ouais. paramétrage. Donc ça, c'est un quick win, hein. Franchement, c'est pas long à mettre en place, c'est super pratique. Nous, on utilise SQL Fluff Ouais, sur des projets. par exemple, ça Ok. c'est parfait. Ouais. Alors lui, il dit de très bien connaître pour écrire tes requêtes l'ordre d'exécution, ce dont on parlait la Oh, semaine ah, dernière. tu étais choqué quand tu disais qu'il y a des seniors qui savaient pas. Ouais, en fait, tu t'attends à ce que ce soit maîtrisé sur le bout des doigts, quoi. Et ouais, effectivement, des fois non. Euh, donc je le répète, from, where, group by, having, select, order by, limit. Et les jointures, il n'y a pas un ordre totalement défini parce que ça peut bouger en fonction de l'optimizer de ton SGBD, enfin, système de gestion de base de données. Euh, mais quand même, le conseil, c'est de faire c'est de pas faire trop de jointures sur une seule et même requête. Tu vois, moi, quand j'ai 10 left join dans la même requête, même pour le run, je sais pas ce que t'en penses, mais ça peut être vite lourd. Le quatrième. Ouais. Après, juste par rapport à ça, au nombre de jointures, ça va Mhm. dépendre aussi de l'architecture qui a été mise en place chez le client. Là, en ce moment, je suis en train de faire des posts LinkedIn où je parle de normalisation des données, dénormalisation des Ouais. données. Ouais. Clairement, c'est ça. Quand tu vas être dans la surnormalisation des données, tu vas avoir beaucoup trop de tables éclatées et donc tu vas avoir besoin de faire beaucoup de jointures. Et il y a aussi besoin de Ouais. réfléchir, est-ce que la structure de ton système d'information, est-ce qu'il va être vraiment, il a besoin d'être normalisé à ce point-là, ou est-ce qu'il n'y aurait pas besoin de dénormaliser un peu certaines données pour éviter de faire plein de jointures? Mais en fait, des fois, tu vas taper sur, tu vas taper sur une source, potentiellement une application très normalisée. Donc là, tu choisis pas. Parce que, en fait, tu vas ramener dans ton data lake toutes les tables de l'application en question. Euh, et pour construire ton data warehouse, tu vas devoir faire des jointures de toutes ces tables sources dont t'as aucune prise sur l'archi de source. Donc, moi, ce que je conseille plutôt, c'est de passer par des tables temporaires. En fait, tu vas dénormaliser progressivement au lieu de faire une requête de furieux, un gros monolithe avec toutes les tables sources jointurées en une seule fois. Et quand tu parles de table temporaire, ça peut être soit avec une vraie table temporaire ou soit avec du Wiz. Alors oui, ça j'en parle juste après, parce que c'est D'accord, un des conseils aussi qui est dans l'article. Effectivement, on en reparle juste après. ça marche. Le quatrième, c'est utiliser les index proprement, quoi, wisely, c'est plutôt sagement, mais je dirais proprement. Parce qu'effectivement, les index, ça peut être très pratique pour gagner en optimisation et en performance de lecture. Par contre, faut faire gaffe parce que l'index se remet à jour
à chaque insert ou update. Donc, il ne faut pas surutiliser les index. Il faut vraiment poser le pour et le contre, voir le comportement de la table, s'il y a beaucoup de mouvements ou peu, pour pouvoir définir la stratégie d'indexation. Après, l'indexation, j'ai envie de dire maintenant, avec BigQuery, partitionnement, clustering, ouais, ils facilitent grandement le travail. Donc là, franchement, j'ai jamais fait d'indexation. J'ai jamais travaillé directement sur des bases opérationnelles. J'ai juste consommé la donnée, donc c'est pas moi qui ai mis en place. L'indexation. Le clustering, il faut juste faire gaffe à la cardinalité, en fait, de mémoire. Parce que de toute manière, c'est lui qui le gère et qui déclenche au besoin. Voilà, il y a quelques règles à respecter pour le partitionnement. Ben, tu vas choisir potentiellement la date au jour. Faire gaffe parce que sur Google, c'était à 4000 le limite de partition. Maintenant, c'est à 10 000, je crois. Ouais, mais ça, il y a aussi ça. Tu peux avoir 10 000 partitions, mais par contre, tu peux pas insérer dans une table ou modifier plus que de 4000 aussi partitions. Il y a un truc comme ça où il y a une décorrélation en fait entre ce qui laisse en termes de partitions et d'opérations. C'est-à-dire que tu peux pas avoir plus d'opérations. Tu peux pas avoir plus de 4000 opérations sur les partitions en même temps, je crois. Il y a un truc comme ça. Ah oui, par exemple, tu fais un update. Si l'update touche plus de 4000 partitions, tu vas avoir un problème. Par exemple, ouais, j'avais lu ça. Bon, éviter les select étoiles en 5e. Franchement, si vous voyez un select étoile dans une requête dans votre pipeline, vous pouvez git blame. Alors, justement pour lancer le blame sur moi, c'est cette semaine, je crois blame que ça devait être lundi. J'étais avec un collègue, ou mardi, bon, cette semaine, j'étais avec un collègue, et il m'a vu faire un select étoile. Je l'ai choqué. En requête ou en pipeline? En requête. En requête. Le select étoile, franchement, si tu fais un where avec un identifiant bien, ça me choque pas. Alors, j'ai pas fait de where. C'est aussi pour ça que je l'ai choqué. J'ai fait un select étoile from la table. Je crois que j'ai dû faire juste un order by. Je l'ai choqué, mais en fait, j'avais vu que la table, elle faisait 30 000 lignes et c'était 600 kilooctets la table. Ok. Mais je l'ai quand même choqué. Ok. Mais oui, non, t'as des forceurs quand même. Non, mais c'est surtout dans les pipelines, dans ce qui tourne tous les jours. Jamais faire ça. Notamment pour sécuriser l'appel des champs. Le 6e, c'était utiliser se concentrer sur utiliser en premier, pardon, les fonctions built-in. Donc les fonctions qui sont de l'éditeur. Celles de l'éditeur et pas celles qui sont faites par vous, comme des UDF, par exemple. Donc tout ce qui est sum, count, average, les case when. Ça, faut absolument utiliser celle-là en priorité. Parce que c'est déjà en termes de maintenabilité, en cas de migration, pour le run, pour les performances aussi. Optimiser les jointures. Alors, il y a le débat d'utiliser le inner join ou tout le temps le left join, mais de gérer ensuite, faire plein de tests. Moi, je suis plus left join et faire des tests. Pareil. Le right join, franchement, je vois pas. Je l'ai utilisé cette semaine. J'ai une semaine très riche en exceptions sur SQL. Parce que j'avais une requête en inner. Il disait que c'était un left join à l'envers. Alors, c'est un left join à l'envers. Et justement, j'avais une requête en inner join. Et en fait, je voulais faire un left. Mais sauf que dans ma requête, il fallait que la deuxième table, je la mette en premier pour que ce soit OK. Parce que c'était elle la table principale. J'ai eu la flemme, j'ai fait un right. OK. Mais
Et les write join dans les pipelines, j'en ai presque jamais vu, quoi. Non, pareil. C'est histoire de dépanner dans une requête pour comme le cas d'usage dont tu parlais, mais pas plus, quoi. Donc oui, et puis forcément les clés de jointure. Il faut utiliser les plus adaptés, donc souvent les clés primaires. Et ce qui est clusterisé, par exemple. Ouais, exactement. Et la dernière, les sous-requêtes et les CTE. Donc moi, je suis un grand fan de CTE. Je sais pas si toi aussi. Pareil. Moi, je fais que ça. CTE, c'est très pratique. Donc vous faites la requête, ça vous donne un premier résultat et vous travaillez sur ce résultat. Moi, je dirais juste qu'il faut pas en abuser des CTE. Pas de CTE imbriqué, pas faire les poupées russes. D'avoir vraiment des CTE distinctes entre elles, et c'est après tu fais le rapprochement. Ouais, et pas trop non plus. Tu vois, quand il y a 10 CTE, même si elles sont pas imbriquées, ça peut être chiant pour le run aussi. De devoir aller voir dans chaque CTE. Je préfère une approche plus incrémentale que faire une grosse requête avec 10 CTE. Et t'avais une question sur les CTE tout à l'heure, je crois, ou une remarque? Je sais plus. J'avoue, j'ai oublié. On parlait de CTE, peut-être pour la... Je sais plus. Très bonne pratique, les CTE. Et c'est propre. En termes de lisibilité, c'est très propre. Pas du tout fan des sous-requêtes. Alors j'ai commencé par ça parce que je connaissais pas les CTE, mais peut vite être tordu, les sous-requêtes. Forcément moins bon niveau performance. À niveau lisibilité, c'est pas ouf. Mais ouais, privilégier les CTE pour la Moi, j'ai maintenance. juste une exception dans la sous-requête, mais ça, c'est dû à la syntaxe. C'est avec le where exists ou not exists. Je sais pas si tu utilises cette... Là, t'es obligé, en fait. Privilégier pour moi le where exist plutôt que le in ou not in. Ouais. C'est meilleur niveau pair, déjà. Et au final, c'est assez lisible. Ouais, clairement. C'est pas moins lisible qu'un in ou not in pour moi. Bah voilà, c'était le dernier conseil. T'en as d'autres, toi? Alors, d'autres SQL de conseils. Bah, globalement, il a parlé pas mal de tout ça. Moi, le conseil que je pourrais avoir, parce que c'est vrai que ça m'embête sur certaines requêtes, c'est dans les group by, on évite de mettre group by 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est horrible. Surtout si tu fais un group by qui fait 1, 2, 5, 6. Enfin là, tu commences à couper parce que du coup, dans ton select, t'as pas bien ordonné. C'est horrible. Donc, mettez les noms des colonnes. Ouais, le nom des colonnes, voire group by all, maintenant, qui est dispo sur pas mal d'outils. BigQuery le prend maintenant. On y prend vite goût au group by all quand même. On y prend vite goût. Bah, tu ouais. Après, je me dis, est-ce que le group by all, ça revient pas au group by 1, 2, 3, 4, etc. Du coup, on voit plus ce qui est groupé. Enfin, on n'a plus une visibilité directe de ce qui est groupé. Bah, dans la pratique, je dirais que quand tu le group by, c'est tous tes champs non... toutes tes dimensions. Si tu group by et que tu n'inclus pas des champs qui sont dans ton select, ça me paraît bizarre. Mais de toute façon, je pense que ça plante. Je pense pas que tu puisses exécuter. Si tu fais un group by et que tu n'inclus pas tous tes champs non agrégés dedans, je pense que ça plante. Ouais, il va te faire le colonne nord aggregate. Ouais, je pense qu'il fera ça. Le truc là. Je me demande quand même si. Ouais, je sais pas. Mais en tout cas, on le fait jamais. Donc effectivement, je pense que non. Les groupes Bayol, c'est parfait. Je l'ai connu il y a quoi? Il y a 2 semaines, le groupe Bayol. Et depuis, je l'utilise quasiment tout. Ça fait pas si longtemps que ça qu'il est dispo sur BigQuery. C'est moins d'un an, je crois. Et d'ailleurs, en parlant de BigQuery, donc j'ai lu un article qui parle de BigQuery Jobs Explorer. Cette fonctionnalité, apparemment, je ne l'ai pas testé, mais cette fonctionnalité, selon l'article, c'est pour avoir une vue d'ensemble des requêtes qui sont exécutées sur BigQuery au niveau de l'entreprise. En fait, c'est un outil de surveillance,
Ça permet en temps réel, donc ça permet de voir les requêtes qui pourraient éventuellement être problématiques, c'est-à-dire celles qui peuvent prendre un peu plus de temps, qui a une forte volumétrie ou qui prennent plus de ressources. Après, les ressources sur BigQuery, là, je suis pas trop en maîtrise. Je crois que c'est des slots ou quelque chose comme ça. Ouais. On paye, l'entreprise paye un nombre de slots. En fait, tu t'attribues un nombre de slots, potentiellement par équipe. Après, il y a 2 modes. Tu as le on-demand et le classique. Donc, après, tu peux revoir ta stratégie en fonction, par exemple, de l'utilisation de BigQuery dans ton organisation. Mais effectivement, c'est par slot. Mais après, tu as aussi le CPU time, toutes les métriques de ressources, de mémoire et de CPU. Et j'ai pas vu par contre s'il y avait le billing pour les requêtes dans le Job Explorer. J'ai quand même noté aide au contrôle des coûts. Là, je suis pas directement devant l'article, je suis sur mes notes, mais j'ai quand même marqué aide au contrôle des coûts. Donc, il doit sûrement y avoir un truc comme ça, ouais. Je pense qu'il y a le billing. Parce que justement, j'ai noté aussi que ça permet de faire l'outil permet de faire un filtrage sur des requêtes justement qui consomment pas mal afin d'éviter d'aller sur une formation schéma ou d'aller sur l'étape justement qui permet de suivre. En fait, ça te fait gagner un temps fou. Le seul, non, ils le disent pas s'il y a les métriques de coûts par requête, etc. Ils mettent effectivement que le control cost. Après, j'imagine qu'il devrait y avoir ça. En fonction... Ouais, je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ça te fait beaucoup gagner de temps. Et que c'est en temps réel. T'es pas obligé. Par exemple, moi, j'ai un dashboard sur le billing, mais tu peux pas dire ouh là là, il y a une dérive cet après-midi sur l'utilisation de BigQuery. C'est le rapport qui te le dira le lendemain matin. Et puis, donc, ça, c'est intéressant. C'est pratique pour moi, pour un manager, ou pour, par exemple, un data analyst qui fait une analyse sur une demi-journée et qui veut savoir s'il déconne pas, quoi, sur l'utilisation des ressources. Ouais, c'est vrai que ça peut être pas mal. Là, actuellement, dans ma mission, je sais qu'il y a les tech leads de l'entreprise qui ont mis en place une alerte dès que tu fais une requête de plus de 1 teraoctet. Donc, eux, ils reçoivent une alerte et ils te contactent pour dire attention, tu as fait une grosse requête. Est-ce qu'ils regardent aussi la requête? Est-ce que tu pourrais pas mieux la filtrer ou est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que tu vas la rejouer? Enfin, ils te contactent directement pour voir avec toi, pour éviter que ça se reproduise. Donc, ouais, je te disais, donc il y a l'alerte à chaque fois qu'on fait une requête de plus de 1 teraoctet. Donc, ça, je trouve ça pas mal. Alors que sur d'autres missions, justement, quand j'étais sur Redshift, tu sais, j'en parlais tout à l'heure, avec des beavers, là, j'avais aucun suivi des coûts. Ça veut dire que je pouvais faire n'importe quelle requête, je savais pas la volumétrie, je savais rien, il fallait moi-même que j'aille chercher, mais dans la pratique, tu regardes pas tout le temps ça. Si t'as pas un peu sur BigQuery l'estimation. Ouais. Après, très bon outil, du coup. Par contre, c'est ce que t'affiches, quoi, c'est les métriques classiques. Tu peux pas customiser comme tu veux. Nous, par exemple, tout le travail qu'on a fait de labellisation en fonction de l'organisation de notre entreprise, par département, par produit, par etc., ça, tu l'auras pas. Mais c'est une très bonne base. Donc, clairement, je trouve ça bien. Après, quand on était sur quand j'étais sur d'autres missions, c'était pas les coûts qui étaient vraiment importants, c'était plutôt la performance, surtout c'est des environnements on-premise. Donc là, il n'y avait pas beaucoup de monitoring, c'était est-ce que les ressources sont à 100% ou elles sont à 90%, c'est tout ce qu'il y avait. Et je trouve que d'avoir un outil un peu comme ça, d'avoir une vue d'ensemble, c'est quand même pas mal. Rien que pour avoir du recul sur ce qui est fait et pouvoir accompagner des professionnels. Je trouve ça bien. Et toi, tu as travaillé sur l'article de Postgre? Ouais, Postgre 17. Alors moi, la dernière fois que je l'ai installé, c'était du 12 ou 13. Ah ouais, ça commence à dater. Bah, pas tellement. Ça,
J'ai l'impression que ça fait 3 ans. Ok. Mais ouais, il y a pas mal de versions qui sortent. Donc pour cette version, on va avoir une amélioration au niveau de la gestion de la mémoire du vacuum. Donc le vacuum, c'est le principe de libérer de la mémoire en temps réel pendant les opérations. Tu vas avoir de l'optimisation au niveau de l'accès au stockage. Donc on en avait parlé, différents types de stockage. Donc les bases de données, c'est du stockage par bloc. Et là, PostgreSQL va aller plus vite à aller chercher ces données stockées par bloc. Il va y avoir aussi une amélioration sur la réplication logique des données. Donc, le principe de PostgreSQL, c'est que tu peux avoir un serveur primary, donc un serveur maître, qui va et des serveurs, je dirais, répliques, qu'on appelle standby. Et en fait, en temps réel, quasi temps réel, le serveur maître va répliquer ces données. Alors, pas répliquer ces données, c'est un peu plus complexe que ça. Répliquer les opérations effectuées, donc les inserts, delete, update, etc., dans les serveurs répliques. Ok. Ce qui va permettre de choses l'une. Au cas où il crash le serveur maître, les serveurs répliques vont pouvoir prendre le relais avec les données à jour. Et au cas où il y a une trop grosse charge sur le serveur maître, les serveurs répliques vont pouvoir l'aider à le besoin de performance. Et ce qui est important, c'est que vu que c'est de l'OLTP, PostgreSQL, c'est transactionnel, le fait de répliquer les opérations et pas juste les données, ça va permettre d'avoir cette vue qui s'appelle le WAL, donc Write Ahead Log. Ok. On aura vraiment la granularité de toutes les opérations comme la vue audit sur Teradata, pour ceux qui connaissent. Donc vraiment une vue transactionnelle complète. Sur BigQuery, j'ai vu ça. Alors, elle est encore en preview, mais il y a ce même type de fonctionnement. Tu pourras regarder. Ça s'appelle Changes. Et tu peux activer ça sur les tables. Et comme ça sauvegarde dans la table BigQuery tous les changements qu'il y a eu d'une période que tu souhaites à une autre. Donc s'il y a eu des inserts, des deletes, des updates, eh ben, tu vas le voir. C'est du change data capture. C'est ça. Et donc la fonction s'appelle changes. D'accord. Il faut l'activer par contre. C'est pas enable d'office. Ok. Et c'est toujours en preview. Bon, il y a une amélioration sur les commandes JSON Table, parce que PostgreSQL, ça fait quand même quelques années. Alors, ils l'ont dit depuis 2012, ouais, donc ça fait un bout de temps qu'ils acceptent et qui savent traduire les données JSON en SQL. Ils ont d'ailleurs beaucoup de fonctions JSON. Et puis après, ils améliorent pas mal de commandes, notamment sur le merge, où maintenant il y a une clause returning. Mais ils n'ont pas explicité, j'ai cherché, ils n'ont pas explicité cette clause-là, returning. Mais j'ai regardé returning, j'ai été directement sur la doc parce que j'ai pas bien compris sur l'article, mais le returning, ça te permet de te donner l'information de tous les changements sur les lignes. C'est-à-dire quand tu fais un merge, par exemple, tu es sur l'étape update, en dessous tu fais ton returning, et il va te dire tout ce qui a été changé. Il va pas juste te dire il y a eu 100 lignes de changées, il va te donner l'information de toutes les lignes qui ont eu un changement. Ok. Et il va te loguer tout ça. Apparemment, de ce que j'ai compris. C'est super ça. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est dans la commande copy.
donc avec source destination. Du coup, tu peux avoir une nouvelle option on error qui permet en fait de continuer l'opération même s'il y a des erreurs d'insertion. D'accord. Donc ça permet quand même d'avoir ta copie, même si tu sais qu'il y a eu des erreurs d'insertion que tu vas pouvoir potentiellement retravailler après pour qu'elles soient acceptées. Mais au moins ton opération se termine. Ok. Voilà, je sais pas si toi tu as vu d'autres. Alors tu as le PG Dump, ouais, effectivement que j'ai retenu. Mhm. Ou tu as une nouvelle option filter qui te permet de sélectionner les objets à inclure lors de la génération de ton fichier dump. Ça aussi, c'est une bonne évole pour moi. Ah ouais, tu parlais de JSON tout à l'heure et il y a une des fonctions, enfin nouvelle commande que je trouve intéressante, parmi d'autres, Mhm. c'est le JSON table. Le fait de passer de données JSON à une table Postgre assez facilement. Ouais, c'est ça. Je trouve ça intéressant. Ouais, ça c'est royal. Quand tu Ouais. travailles avec beaucoup de données JSON, c'est quel bonheur quoi d'avoir de potentiellement pouvoir tout de suite faire des tables en sortie. Mhm. Ça c'est parfait, quoi. Ouais, clairement. Sinon, Notamment non, sur des ouais. documents Mongo par exemple. Tout est en Mhm. JSON, il me semble. Donc tu peux facilement. Non, je crois que c'est un autre Ouais, truc. C'est pas. c'est des documents, mais il me semble qu'il y a pas vraiment de différence. Ça ressemble beaucoup. Je crois que c'est un autre nom que JSON, mais ça ressemble, ouais. Mhm. Ok. Ça marche. Et pour finir, donc on va parler de l'article de Michel Guillou sur l'intégration de PyCharm à Databricks, de PyCharm professionnel. Enfin, l'intégration de Databricks dans PyCharm professionnel. Juste pour rappel, PyCharm, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un environnement de développement spécialisé dans le développement Python. Donc on peut faire du PySpark aussi dessus. Et Databricks, c'est une plateforme unifiée, donc c'est-à-dire qu'on peut faire du data lake, du data warehouse pour avoir un lakehouse. Et c'est pour faire clairement de la gestion et traitement de données et des traitements d'IA. Pour info aussi, Databricks, c'est ceux qui sont à l'initiative de Apache Spark. Là, c'est plutôt anecdote avant de rentrer dans le reste de l'article. Je partage un peu plus, moi, mon utilisation de PyCharm. J'ai beaucoup aimé. J'ai eu une mission aussi d'1 an. C'est la même mission sur laquelle j'ai bossé aussi sur des beavers en même temps. Je faisais aussi du Apache Spark et on travaillait sur PyCharm. Et j'ai beaucoup aimé PyCharm. Je sais pas, l'environnement, les fonctionnalités. Je trouvais que tout était simplifié. Et je l'utilisais donc aussi, en plus de cette mission-là, je l'ai utilisé aussi pour faire des devs d'API, data. On devait juste faire de l'OCR sur du PDF. Et, bon, bref, j'ai utilisé pour faire de l'API. Et en projet perso, je l'utilise soit pour faire des tests, donc j'ai déjà fait du Django aussi dessus, et je l'utilise encore maintenant, parce que tous les mois, je fais mon budget à la maison, et je vais voir aussi tout ce que j'ai gagné sur une petite partie crypto. Je fais pas la promo de la crypto, je dis juste comment j'utilise. Et en fait, l'application sur laquelle j'ai investi pour de la crypto, il y a une API sur laquelle je peux me brancher, je peux la requêter pour voir un peu les derniers gains. Et donc, j'ai un script Python que j'exécute sur PyCharm, qui est configuré sur PyCharm, pour aller requêter l'API, pour me donner les chiffres, pour que je puisse le mettre sur mon budget. Et vraiment, je trouve que PyCharm, c'est pas mal. De plus, c'est gratuit en Community Edition. Sur la partie professionnelle, justement, on parlait de l'intégration de Databricks, mais de toute façon, en mode particulier, je pense pas on utilise souvent Databricks. Mais globalement, on a la plupart des fonctionnalités en gratuit. Donc ça, je trouve ça intéressant. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est l'intégration de Git sur PyCharm. Tout est en mode presque visuel. C'est tu cliques là, là tu cliques droit, tu fais un update. Enfin, franchement, tout est bien fait. T'as plutôt trop à te prendre la tête sur faire, par exemple, des fois des rebases. Tout est bien géré. Et PyCharm, ça te crée, quand tu ouvres un projet Python, ça te propose direct, et je crois que c'est même par défaut, de créer des environnements virtuels. Donc déjà, dédier Ouais. un environnement à toi pour installer certains packages, etc. Et donc, c'est vraiment pas mal. La seule petite exception que je fais, là, c'est sur ma mission actuelle, je trompe clairement PyCharm avec VS Code. Parce qu'avec VS Code, je me connecte facilement au SSH sur une machine distante. Et il y a la synchronisation de l'architecture fichier, qui n'est pas pris en charge, je crois, gratuitement sur PyCharm. Il faut la version pro. Et pareil,
sur VS Code, je fais du DBT. Et donc là, il y a l'extension Power User qui est dispo sur DBT et il n'y a pas l'équivalent sur PyCharm. Et de toute façon, tu as une prise en charge DBT sur la version Pro aussi de PyCharm, mais c'est pas aussi poussé. Mais pour dire que j'aime bien PyCharm. Et du coup, je trouve ça intéressant, cette intégration. L'intégration, ça permet, là, tu vois, je parlais de VS Code qui me permet de faire du SSH et d'avoir une architecture fichier synchronisée entre le serveur distant et ce que j'ai sur ma machine en local. Bah là, c'est la même chose avec Databricks via PyCharm Pro. Et ça permet aussi, donc là, c'est toute la puissance de cette intégration, c'est tu bosses en local, mais tu peux exécuter tous tes scripts et tes Jupyter Notebook, l'exécution de tes cellules sur ton Jupyter, directement sur les serveurs de Databricks. Tu n'as plus besoin de faire un push ou quoi que ce soit. Là, c'est directement, tu bosses en local. À chaque fois que tu exécutes, tu as toute la puissance de Databricks à laquelle tu as le droit et tu as le résultat qui apparaît sur ton terminal. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment pas mal. Je trouve aussi que ça permet de retirer certains freins. Moi, dans certaines missions, ce que j'ai eu, c'est surtout au début, j'ai eu un frein parce qu'il n'y avait pas d'environnement local, enfin sur la machine pour pouvoir faire des tests facilement. Souvent, j'étais amené à faire des tests directement sur la prod. Je sais, c'est pas bien, mais des fois, j'ai pas le choix. Des fois, il n'y a pas d'environnement de pré-prod bien accessible. Il faut monter toute une moulinette pour pouvoir mettre sur la pré-prod, pour pouvoir voir. Après, il faut faire des copies après sur les données de la prod, sur la pré-prod, parce que les environnements, ils sont pas connectés entre eux, etc. C'est super chiant. Et là, apparemment, ça simplifie vraiment le dev local. Tout est sur ta machine et tout est relié directement sur les serveurs. Et donc, ça va permettre d'aller quand même beaucoup plus vite. Je sais pas ce que toi t'en penses, cette intégration sur PyCharm et aussi sur le fait d'avoir un environnement local déjà tout prêt. J'utilise ni l'un ni l'autre. Désolé. Tu utilises quoi d'ailleurs? VS Code. Ok. Ouais, VS Code, parce que déjà, sur la mission, tout le monde utilise VS Code. Que je trouve que le catalogue de... Comment ils appellent ça, là? D'applications? Non, c'est pas les extensions. Les extensions, pardon. Est quand même très complet et accessible sans version payante. PyCharm, je l'ai un peu utilisé au début, mais en fait, je suis passé très rapidement à VS Code. Moi, je le trouve vraiment plus convivial, PyCharm. C'est sur ça. Et il y a une communauté hardcore hein, de PyCharm où ils payent et tout 150 balles par an pour aider le... Même pas forcément par besoin, quoi. D'ailleurs, c'est IntelliJ hein, derrière. Ouais. IntelliJ, ils font aussi d'autres produits que j'ai plus forcément en tête, mais... Je crois qu'ils font C-Lion, WebStorm pour JavaScript, ils font plein de trucs. Ouais. Ils sont vraiment réputés pour faire de très bons produits. Comme tu le disais, il y a pas mal de choses qui sont disponibles quand même qu'en version pro. Et j'utilise pas Databricks. Donc je vois pas, j'ai pas d'avis constructif sur tout ça. D'ailleurs sur Databricks, ce que je voudrais juste souligner, c'est que pas énormément de clients qui en font. Les Databricks. Bah, j'en connais un sur la métropole de Lille qui fait du Databricks. Pour les autres, après, je connais pas les environnements. Je pense qu'on peut le dire. Hein. C'est pour le client? Ouais. Ouais, il y a Decathlon qui est sur Databricks. Et après les autres, effectivement, c'est pas mal de GCP. Pour rentrer chez eux, il faut avoir une expérience sur Databricks. Donc, c'est difficile, quoi. Sur la région. Après, peut-être qu'il y a d'autres clients, peut-être plus petits aussi, qui utilisent Databricks. Là, j'avoue, j'ai pas le recul sur ça. Et après, peut-être que c'est l'utilisation de GCP, c'est spécifique à la métropole de Lille. Je connais pas du tout le marché sur Paris. Je sais pas le marché sur Bordeaux, sur Lyon ou même à l'étranger. Ouais, bah... C'est GCP est le troisième. Hein. Il y a Azure, Databricks. C'est parce que t'as AWS à Paris qui est premier, Azure deuxième, je pense, et Google troisième. Mais en fait, dans la région, pourquoi il y a fortement GCP? C'est l'environnement AFM, donc famille Mulier.
je pense, qui privilégie fortement Google Cloud. Mais Databricks va sur les trois, hein, il me semble. Je sais pas, je pense que oui. Historiquement, c'était plutôt Azure, si je dis pas de bêtises. Je sais plus, mais je pense qu'il peut se brancher sur les trois. Je pense même qu'il fait du cloud hybride, je crois. Ok. Je crois. Hein. Ok. Parce que Snowflake, je sais pas s'il fait encore de l'hybride ou si tu dois choisir que un cloud provider derrière. Je sais plus. Mais je t'avoue que j'ai encore un peu de mal à... Aujourd'hui, là, en 2024, pourquoi un archi, il choisirait Databricks plutôt que des Snowflake produits... Ouais. Databricks, t'as toute l'intégration d'Apache Spark. Et faire du Spark, c'est quand même particulier, tu vois. En termes de... Toi, t'en as fait. En termes de compétences, c'est autre chose, quoi. J'en ai fait dans 2 missions, dont une chez Decathlon et l'autre plutôt dans une banque. Oui. Mais c'était du Spark c'était sur du cloud, mais un peu du cloud privé. C'était pas encore du on-premise, c'était encore autre chose, mais c'était du cloud privé. En termes de compétences, il faut avoir... Enfin, ça dépend, parce que tu as du PySpark pure programmation et tu as du PySpark SQL, où là, globalement, effectivement, il faut que tu saches faire un peu de Python pour programmer un petit peu l'environnement, mais une fois que tout est programmé, tu te concentres juste sur le SQL. Tu fais des requêtes SQL et après, c'est Spark qui se charge d'exécuter les requêtes SQL. Il faut juste que tu utilises l'ordonnance, il faut peut-être que tu fasses quelques commandes de Python pour dire que ce SQL-là, tu le ranges dans un data frame. Mais rien de spécial. Et le Spark SQL par rapport à du BigQuery, par exemple? Alors, il y avait quand même une différence sur certaines fonctions. Il y avait certaines fonctions qui n'étaient pas dispo. Par contre, je pourrais plus te redire lesquelles. Mais ça fait l'avantage. plus de 2 ans. L'avantage? Ouais. Bah, il n'y a pas d'avantage par rapport au SQL que tu fais sur BigQuery. C'est juste ça, Au niveau de si tu as plus de compétences sur du SQL, c'est plus facile. Au niveau de l'archi, c'est-à-dire? Bah pourquoi choisir d'être sur faire du Spark SQL? C'est sur Databricks ou pas? C'est sur Databricks, mais pas que sur Databricks. Tu peux exécuter du Apache Spark sur des EMR AWS. Comment? Sur du Dataproc. Le Spark sauce Google Manager. Tu pourrais avoir ça. Oui, tu peux avoir ça. L'intérêt de Databricks, au final, sur tout ça, d'utiliser Databricks, c'est quoi le réel avantage? Alors là, je te dis juste avec mes peu de connaissances sur Databricks, pour moi, ils proposent un environnement unifié en termes de data. Rien que déjà ça, donc c'est déjà plutôt un environnement lakehouse, ce que propose pas exactement BigQuery. Là, c'est plus en mode data warehouse. Tu as aussi une gestion par notebook sur Databricks. Donc apparemment, tu as une gestion différente de ce qui peut être mis en production ou pas. Moi, je suis pas chaud sur les notebooks, mais en tout cas, c'est une autre possibilité. BigQuery, en fait, il commence à proposer les mêmes choses parce qu'on a Big Lake maintenant. Et on a, j'avais fait présenté un article dans le podcast sur les notebooks aussi, BigQuery. Ouais, il y en a. Donc, je trouve qu'il y a de moins en moins d'intérêt, en fait, à avoir du Databricks. Là, ça pourrait être bien d'en parler avec quelqu'un qui utilise Databricks au quotidien, qui pourrait peut-être prendre du recul dessus, ou en tout cas, on pourrait mettre en compétition nos visions. Parce que j'ai l'impression que les providers cloud, ils s'alignent, en fait, et ils veulent les manger, quoi. C'est dans leur intérêt aussi de s'aligner pour pas perdre trop de parts de marché. Ouais. Bien sûr. Même si Databricks, au final, a besoin d'un cloud pour... mais bon. Tu factures moins... le cloud facture moins si Databricks est chez eux. Même si Databricks évolue sur leur cloud, ils vont moins facturer que si tu étais sur leur cloud sans Databricks. Ah, c'est possible. Ouais, il y a ça aussi. Mais je me demande même si au final ils vont pas s'écrouler. Tu penses? Ben en fait, il faudrait que j'en fasse. Autant du Snowflake que du Databricks, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'ils sont sur le même positionnement.
Faudrait que j'en fasse pour me faire une idée, mais en fait, ouais, j'ai du mal à savoir pourquoi on utiliserait un de ces deux produits-là quand on est déjà. Est-ce que c'est un problème d'environnement, de compétences? Qu'est-ce qu'ils apportent réellement en fait? Est-ce que c'est un framework? Moi, vraiment, ce que j'avais en tête, c'est qu'ils apportent une certaine simplicité que tu n'as pas C'est ça, sur les cloud chez providers. Snowflake, j'ai l'impression. Il y a aussi une volonté de Databricks et de Snowflake de proposer des applications open source. Leur valeur, c'est venez chez nous pour utiliser ça, mais si vous voulez partir, bah, de toute façon, c'est l'open source, vous pourrez le répliquer autre part. Il y a aussi ça. Et puis, tu as quelques petites choses quand même spécifiques. Snowflake, c'est quoi déjà? C'est des applications, des data apps, ou je sais plus du tout comment ça s'appelle. Mais ça te permet de packager en fait un produit data. Ouais, il doit avoir un environnement, puis des features sympas. Ouais, à creuser. Ouais, clairement, bah, je pense qu'on n'a Je pense que peut-être pas beaucoup d'arguments ou d'éléments comme on ne travaille pas ce dessus. serait intéressant vraiment d'être sur une mission qu'on utilise pour voir vraiment l'intérêt. Je ne saurais pas te dire l'intérêt de Databricks et de Snowflake et le détailler, quoi. C'est parce qu'on ne travaille pas dessus, On effectivement. travaille pas dessus. Ouais. Clairement. Eh bien, merci Axel. Ouais, je t'en prie. Pour rappel, donc, le podcast est disponible sur YouTube, sur Spotify, il y a pas de podcast. Si vous avez bien aimé le podcast, pensez à mettre 5 étoiles ou une bonne notation en tout cas sur les différentes plateformes. Si vous souhaitez approfondir certains sujets, pensez à mettre un commentaire. Comme ça, on pourra échanger plus ensemble. Axel, je te dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci à tous. Salut.